parti pour les Audex. Au retour de la promenade et par une belle soirée d'été, quelques-unes des personnes venues aux Audex se trouvèrent réunies dans les salons du cercle. Assis près d'une fenêtre et tournant le dos à l'assemblée, Raphaël resta longtemps seul, plongé dans une de ces rêveries machinales durant lesquelles nos pensées naissent, s'enchaînent, s'évanouissent, sans revêtir de forme, et passent en nous comme de légers nuages à peine colorés. La tristesse est alors douce, la joie est vaporeuse, et l'âme est presque endormie. Se laissant aller à cette vie sensuelle, Valentin se baignait dans la tiède atmosphère du soir, en savourant l'air pur et parfumé des montagnes, heureux de ne sentir aucune douleur et d'avoir enfin réduit au silence sa menaçante peau de chagrin. Au moment où les teintes rouges du couchant s'éteignirent sur les cimes, la température fraîchit. Il quitta sa place en poussant la fenêtre. « Monsieur, lui dit une vieille dame, auriez-vous la complaisance de ne pas fermer la croisée ? Nous étouffons. » Cette phrase déchira le tympan de Raphaël par des dissonances d'une aigreur singulière. Elle fut comme le mot que lâche imprudemment un homme à l'amitié duquel nous voulions croire et qui détruit quelque douce illusion de sentiment en trahissant un abîme d'égoïsme. Le marquis jeta sur la vieille femme le froid regard d'un diplomate impassible. Il appela un valet et lui dit sèchement quand il arriva « Ouvrez cette fenêtre !» À ces mots, une surprise insolite éclata sur tous les visages. L'assemblée se mit à chuchoter en regardant le malade d'un air plus ou moins expressif, comme s'il eût commis quelque grave impertinence. Raphaël, qui n'avait pas entièrement dépouillé sa primitive timidité de jeune homme, eut un mouvement de honte, mais il secoua sa torpeur, reprit son énergie et se demanda compte à lui-même de cette étrange scène. Soudain, un rapide mouvement anima son cerveau. Le passé lui apparut dans une vision distincte où les causes du sentiment qui l'inspirait saillirent en relief comme les veines d'un cadavre dont, par quelque savante injection, les naturalistes colorent les moindres ramifications. Il se reconnut lui-même dans ce tableau fugitif. Il suivit son existence, jour par jour, pensée à pensée. Il s'y vit, non sans surprise, sombre et distrait au sein de ce monde rieur, toujours songeant à sa destinée, préoccupé de son mal, paraissant dédaigner la causerie la plus insignifiante, fuyant ces intimités éphémères qui s'établirent promptement entre les voyageurs parce qu'ils comptent sans doute ne plus se rencontrer. Peu soucieux des autres et semblable enfin à ces rochers insensibles aux caresses comme à la furie des vagues. Puis, par un rare privilège d'intuition, il lut dans toutes les âmes. En découvrant sous la lueur d'un flambeau le crâne jaune, le profil sardonique d'un vieillard, il se rappela de lui avoir gagné son argent sans lui avoir proposé de prendre sa revanche. Plus loin, il aperçut une jolie femme dont les agaceries l'avaient trouvé froid. Chaque visage lui reprochait un de ces torts inexplicables en apparence, mais dont le crime gît toujours dans une invisible blessure faite à l'amour-propre. Il avait involontairement froissé toutes les petites vanités qui gravitaient autour de lui. Les convives de ses fêtes ou ceux auxquels il avait offert ses chevaux s'étaient irrités de son luxe. Surpris de leur ingratitude, il leur avait épargné ces espèces d'humiliations. Dès lors, il s'était cru méprisé et l'accusait d'aristocratie. En sondant ainsi les cœurs, il put en déchiffrer les pensées les plus secrètes. Il eut horreur de la société, de sa politesse, de son vernis. Riche et d'un esprit supérieur, il était envié, haï. Son silence trompait la curiosité. Sa modestie semblait de la hauteur à ces gens mesquins et superficiels. Il devina le crime latent, irrémissible, dont il était coupable envers eux. Il échappait à la juridiction de leur médiocrité. Rebelles à leur despotisme inquisiteur, ils savaient se passer d'eux. Pour se venger de cette royauté clandestine, tous s'étaient indistinctement ligués pour lui faire sentir leur pouvoir, le soumettre à quelque ostracisme et lui apprendre qu'eux aussi pouvaient se passer de lui.
Pris de pitié d'abord à cette vue du monde, il frémit bientôt en pensant à la souple puissance qui lui soulevait ainsi le voile de chair sous lequel est ensevelie la nature morale, et ferma les yeux comme pour ne plus rien voir. Tout à coup, un rideau noir fut tiré sur cette sinistre fantasmagorie de vérité. Mais il se trouva dans l'horrible isolement qui attend les puissances et les dominations. En ce moment, il eut un violent accès de toux. Loin de recueillir une seule de ces paroles indifférentes en apparence, mais qui du moins simulent une espèce de compassion polie chez les personnes de bonne compagnie rassemblées par hasard, il entendit des interjections hostiles et des plaintes murmurées à voix basse. La société ne daignait même plus se grimer pour lui, parce qu'il la devinait peut-être. Sa maladie est contagieuse. Le président du cercle devrait lui interdire l'entrée du salon. En bonne police, il est vraiment défendu de tousser ainsi. Quand un homme est aussi malade, il ne doit pas venir aux eaux. Il me chassera d'ici. Raphaël se leva pour se dérober à la malédiction générale et se promena dans l'appartement. Il voulut trouver une protection et revint près d'une jeune femme inoccupée à laquelle il médita d'adresser quelques flatteries. Mais, à son approche, elle lui tourna le dos et feignit de regarder les danseurs. Raphaël craignit d'avoir déjà, pendant cette soirée, usé de son talisman. Il ne se sentit ni la volonté, ni le courage d'entamer la conversation, quitta le salon et se réfugia dans la salle de billard. Là, personne ne lui parla, ne le salua, ne lui jeta le plus léger regard de bienveillance. Son esprit, naturellement méditatif, lui révéla, par une intus susception, la cause générale et rationnelle de l'aversion qui l'avait excité. Ce petit monde obéissait, sans le savoir peut-être, à la grande loi qui régit la haute société, dont Raphaël acheva de comprendre la morale implacable. Un regard rétrograde lui en montra le type complet en Fédora. Il ne devait pas rencontrer plus de sympathie pour ses maux chez celle-ci que pour ses misères de cœur chez celle-là. Le beau monde bannit de son sein les malheureux, comme un homme de santé vigoureuse expulse de son corps un principe morbifique. Le monde abhorre les douleurs et les infortunes. Il les redoute à l'égal des contagions. Il n'hésite jamais entre elles et les vices. Le vice est un luxe. Quelque majestueux que soit un malheur, la société sait l'amoindrir, le ridiculiser par une épigramme. Elle dessine des caricatures pour jeter à la tête des rois déchus les affronts qu'elle croit avoir reçus d'eux. Semblable aux jeunes romaines du cirque, elle ne fait jamais grâce aux gladiateurs qui tombent. Elle vit d'or et de moqueries. Mort aux faibles, est le vœu de cette espèce d'ordre équestre institué chez toutes les nations de la terre, car il s'élève partout des riches. Et cette sentence est écrite au fond des cœurs pétris par l'opulence ou nourris par l'aristocratie. Rassemblez-vous des enfants dans un collège? Cette image en raccourcit la société. Mais l'image, d'autant plus vraie qu'elle est plus naïve et plus franche, vous offre toujours de pauvres ilotes, créatures de souffrance et de douleur, incessamment placées entre le mépris et la pitié. L'Évangile leur promet le ciel. Descendez-vous plus bas sur l'échelle des êtres organisés? Si quelque volatile est endolori parmi ceux d'une basse cour, les autres le suivent à coups de bec, le plument et l'assassinent. Fidèle à cette charte de l'égoïsme, le monde prodigue ses rigueurs aux misères assez hardies pour affronter ses fêtes, pour chagriner ses plaisirs. Quiconque souffre de corps ou d'âme, manque d'argent ou de pouvoir, est un paria. Qu'il reste dans son désert. S'il en franchit les limites, il trouve partout l'hiver. Froideur de regard, froideur de manière, de parole, de cœur. Heureux s'il ne récolte pas l'insulte, là où pour lui devait éclore une consolation. Mourant, restez sur vos lits désertés. Vieillards, soyez seuls à vos froids foyers. Pauvres filles sans dot, gelées et brûlées dans vos greniers solitaires. Si le monde tolère un malheur, n'est-ce pas pour le façonner à son usage, en tirer profit, le battre, lui mettre un morse, une housse, le monter, en faire une joie? Quinteuses demoiselles de compagnie, composez-vous de gais visages, endurez les vapeurs de votre prétendue bienfaitrice, portez ces chiens,
rivale de ces griffons anglais. Amusez-la, devinez-la, puis taisez-vous. Et toi, roi des vallées sans livrée, parasite effronté, laisse ton caractère à la maison. Digère comme digère ton amphitryon, pleure de ses pleurs, rit de son rire. Tiens ses épigrammes pour agréables. Si tu veux en médire, attends sa chute. Ainsi le monde honore-t-il le malheur. Il le tue ou le chasse, l'avilit ou le châtre. Ces réflexions sourdirent au cœur de Raphaël avec la promptitude d'une inspiration poétique. Il regarda autour de lui et sentit ce froid sinistre que la société distille pour éloigner les misères et qui saisit l'âme encore plus vivement que la bise de décembre ne glace le corps. Il se croisa les bras sur la poitrine, s'appuya le dos à la muraille et tomba dans une mélancolie profonde. Il songeait au peu de bonheur que cette épouvantable police procure au monde. Qu'était-ce ? Des amusements sans plaisir, de la gaieté sans joie, des fêtes sans jouissance, du délire sans volupté. Enfin, le bois ou les cendres d'un foyer, mais sans une étincelle de flamme. Quand il releva la tête, il se vit seul, les joueurs avaient fui. Pour leur faire adorer Matou, il me suffirait de leur révéler mon pouvoir, se dit-il. À cette pensée, il jeta le mépris comme un manteau entre le monde et lui. Le lendemain, le médecin des eaux vint le voir d'un air affectueux et s'inquiéta de sa santé. Raphaël éprouva un mouvement de joie en entendant les paroles amies qui lui furent adressées. Il trouva la physionomie du docteur empreinte de douceur et de bonté. Les boucles de sa perruque blonde respiraient la philanthropie. La coupe de son habit carré, les plis de son pantalon, ses souliers larges comme ceux d'un quaker, tout, jusqu'à la poudre circulairement semée par sa petite queue sur son dos légèrement voûté, trahissait un caractère apostolique, exprimait la charité chrétienne et le dévouement d'un homme qui, par zèle pour ses malades, s'était astreint à jouer le whist et le tric-trac assez bien pour toujours gagner leur argent. « Monsieur le marquis, dit-il, après avoir causé longtemps avec Raphaël, je vais sans doute dissiper votre tristesse. Maintenant, je connais assez votre constitution pour affirmer que les médecins de Paris, dont les grands talents me sont connus, se sont trompés sur la nature de votre maladie. À moins d'accident, monsieur le marquis, vous pouvez vivre la vie de Mathusalem. Vos poumons sont aussi forts que des soufflets de forge, et votre estomac ferait honte à celui d'une autruche. Mais si vous restez dans une température élevée, vous risquez d'être très proprement et promptement mis en terre sainte. Monsieur le marquis va me comprendre en 2 mots. La chimie a démontré que la respiration constitue chez l'homme une véritable combustion, dont le plus ou moins d'intensité dépend de l'affluence ou de la rareté, des principes phlogistiques amassés par l'organisme particulier à chaque individu. Chez vous, le phlogistique abonde. Vous êtes, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, suroxygéné par la complexion ardente des hommes destinés aux grandes passions. En respirant l'air vif et pur qui accélère la vie chez les hommes à fibres molles, vous aidez encore à une combustion déjà trop rapide. Une des conditions de votre existence est donc l'atmosphère épaisse des étables, des vallées. Oui, l'air vital de l'homme, dévoré par le génie, se trouve dans les gras pâturages de l'Allemagne, à Baden-Baden, à Toplitz. Si vous n'avez pas d'horreur de l'Angleterre, sa sphère brumeuse calmera votre incandescence. Mais nos eaux, situées à 1000 pieds au-dessus du niveau de la Méditerranée, vous sont funestes. Tel est mon avis, dit-il, en laissant échapper un geste de modestie. Je le donne contre nos intérêts, puisque, si vous le savez, si vous le suivez, nous aurons le malheur de vous perdre. Sans ces derniers mots, Raphaël eût été séduit par la fausse bonhomie du mielleux médecin. Mais il était trop profond observateur pour ne pas deviner à l'accent, au geste et au regard qui accompagnèrent cette phrase doucement railleuse la mission dont le petit homme avait sans doute été chargé par l'assemblée de ces joyeux malades. Ces oisifs hautains fleuris, ces vieilles femmes ennuyées, ces Anglais nomades, ces petites maîtresses échappées à leurs maris et conduites aux eaux par leurs amants, entreprenaient donc d'en chasser un pauvre moribond débile, chétif,
en apparence incapable de résister à une persécution journalière. Raphaël accepta le combat, en voyant un amusement dans cette intrigue. « Puisque vous seriez désolé de mon départ, répondit-il au docteur, je vais essayer de mettre à profit votre bon conseil, tout en restant ici. Dès demain, j'y ferai construire une maison, où nous modifierons l'air suivant votre ordonnance. » Interprétant le sourire amèrement goguenard qui vint errer sur les lèvres de Raphaël, le médecin se contenta de le saluer, sans trouver un mot à lui dire. Le lac du Bourget est une vaste coupe de montagnes tout ébréchée, où brille, à 700 ou 800 pieds au-dessus de la Méditerranée, une goutte d'eau bleue, comme ne l'est aucune eau en ce monde. Vu du haut de la dent du chat, ce lac est là, comme une turquoise égarée. Cette jolie goutte d'eau a 9 lieues de contour et dans certains endroits près de 500 pieds de profondeur. Être là, dans une barque au milieu de cette nappe par un beau ciel, n'entendre que le bruit des rames, ne voir à l'horizon que des montagnes nuageuses, admirer les neiges étincelantes de la Maurienne française, passer tour à tour des blocs de granit vêtus de velours par des fougères ou par des arbustes nains à de riantes collines. D'un côté, le désert, de l'autre, une riche nature, un pauvre assistant au dîner d'un riche. Ces harmonies et ces discordances composent un spectacle où tout est grand, où tout est petit. L'impact de ces montagnes change les conditions de l'optique et la perspective. Un sapin de 100 pieds vous semble un roseau. De larges vallées vous apparaissent étroites autant que des sentiers. Ce lac est le seul où l'on puisse faire une confidence de cœur à cœur. On y pense et on y aime. En aucun endroit vous ne rencontreriez une plus belle entente entre l'eau, le ciel, les montagnes et la terre. Il s'y trouve des baumes pour toutes les crises de la vie. Ce lieu garde le secret des douleurs, il les console, les amoindrit et jette dans l'amour je ne sais quoi de grave, de recueilli, qui rend la passion plus profonde, plus pure. Un baiser s'y agrandit. Mais c'est surtout le lac des souvenirs. Il les favorise en leur donnant la teinte de ses ondes, miroir où tout vient se réfléchir. Raphaël ne supportait son fardeau qu'au milieu de ce beau paysage. Il y pouvait rester indolent, songeur et sans désir. Après la visite du docteur, il alla se promener et se fit débarquer à la pointe déserte d'une jolie colline sur laquelle est situé le village de Saint-Innocent. De cette espèce de promontoire, la vue embrasse les monts de Bugey, au pied desquels coule le Rhône, et le fond du lac. Mais de là, Raphaël aimait à contempler, sur la rive opposée, l'abbaye mélancolique de Hautecombe, sépulture des rois de Sardaigne, prosternés devant les montagnes, comme des pèlerins arrivés au terme de leur voyage. Un frissonnement égal et cadencé de rames troubla le silence de ce paysage et lui prêta une voix monotone, semblable au psalmodie des moines. Étonné de rencontrer des promeneurs dans cette partie du lac ordinairement solitaire, le marquis examina, sans sortir de sa rêverie, les personnes assises dans la barque et reconnut à l'arrière la vieille dame qui l'avait si durement interpellé la veille. Quand le bateau passa devant Raphaël, il ne fut salué que par la demoiselle de compagnie de cette dame, pauvre fille noble, qui lui semblait voir pour la première fois. Déjà, depuis quelques instants, il avait oublié les promeneurs, promptement disparus derrière le promontoire, lorsqu'il entendit près de lui le frôlement d'une robe et le bruit de pas légers. En se retournant, il aperçut la demoiselle de compagnie. À son air contraint, il devina qu'elle voulait lui parler et s'avança vers elle. Âgée d'environ 36 ans, grande et mince, sèche et froide, elle était comme toutes les vieilles filles, assez embarrassée de son regard, qui ne s'accordait plus avec une démarche indécise, gênée, sans élasticité. Tout à la fois vieille et jeune, elle exprimait par une certaine dignité de maintien le haut prix qu'elle attachait à ses trésors et à ses perfections. Elle avait d'ailleurs les gestes discrets et monastiques des femmes habituées à se chérir elles-mêmes, sans doute pour ne pas faillir à leur destinée d'amour. « Monsieur, votre vie est en danger. Ne venez plus au cercle, dit-elle à Raphaël, en faisant quelques pas en arrière, comme si déjà sa vertu se trouvait compromise. « Mais mademoiselle, répondit Valentin en souriant,
De grâce, expliquez-vous plus clairement, puisque vous avez daigné venir jusqu'ici. Ah !» reprit-elle. « Sans le puissant motif qui m'amène, je n'aurais pas risqué d'encourir la disgrâce de madame la comtesse, car si elle savait jamais que je vous ai prévenu, et qui le lui dirait, mademoiselle ?» s'écria Raphaël. « C'est vrai, » répondit la vieille fille, en lui jetant le regard tremblotant d'une chouette mise au soleil. « Mais pensez à vous, reprit-elle. Plusieurs jeunes gens qui veulent vous chasser des eaux se sont promis de vous provoquer, de vous forcer à vous battre en duel. » La voix de la vieille dame retentit dans le lointain. « Mademoiselle, dit le marquis, ma reconnaissance. » Sa protectrice s'était déjà sauvée en entendant la voix de sa maîtresse, qui, de rechef, glapissait dans les rochers. Pauvre fille, les misères s'entendent et se secourent toujours, pensa Raphaël, en s'asseyant au pied de son arbre. La clé de toutes les sciences est sans contredit le point d'interrogation. Nous devons la plupart des grandes découvertes au « comment ?» et la sagesse dans la vie consiste peut-être à se demander à tout propos « pourquoi ?» Mais aussi, cette factive prescience détruit-elle nos illusions. Ainsi, Valentin ayant pris, sans préméditation de philosophie, la bonne action de la vieille fille pour texte de ses pensées vagabondes, la trouva pleine de fiel. « Que je sois aimé d'une demoiselle de compagnie, se dit-il. Il n'y a rien là d'extraordinaire. J'ai 27 ans, un titre et 200 000 livres de rente. Mais que sa maîtresse, qui dispute aux chattes la palme de l'hydrophobie, l'ait menée en bateau près de moi, n'est-ce pas chose étrange et merveilleuse? Ces deux femmes, venues en Savoie pour y dormir comme des marmottes et qui demandent à midi s'il est jour, se seraient levées avant 8 heures aujourd'hui pour faire du hasard en se mettant à ma poursuite. » Bientôt cette vieille fille et son ingénuité quadragénaire fut à ses yeux une nouvelle transformation de ce monde artificieux et taquin, une ruse mesquine, un complot maladroit, une pointillerie de prêtre ou de femme. Le duel était-il une fable, ou voulait-on seulement lui faire peur? Insolentes et tracassières comme des mouches, ces âmes étroites avaient réussi à piquer sa vanité, à réveiller son orgueil, à exciter sa curiosité. Ne voulant ni devenir leur dupe, ni passer pour un lâche, et amusé peut-être par ce petit drame, il vint au cercle le soir même. Il se tint debout, accoudé sur le marbre de la cheminée, et resta tranquille au milieu du salon principal, en s'étudiant à ne donner aucune prise sur lui. Mais il examinait les visages et défiait en quelque sorte l'assemblée par sa circonspection. Comme un dogue sûr de sa force, il attendait le combat chez lui, sans aboyer inutilement. Vers la fin de la soirée, il se promena dans le salon de jeu, en allant de la porte d'entrée à celle du billard, où il jetait de temps à autre un coup d'œil aux jeunes gens qui y faisaient une partie. Après quelques tours, il s'entendit nommer par eux. Quoiqu'ils parlassent à voix basse, Raphaël devina facilement qu'il était devenu l'objet d'un débat, et finit par saisir quelques phrases dites à haute voix. « Toi ? Oui, moi, je t'en défie. Parions ? Oh, il ira. » Au moment où Valentin, curieux de connaître le sujet du pari, s'arrêta pour écouter attentivement la conversation, un jeune homme grand et fort, de bonne mine, mais ayant le regard fixe et impertinent des gens appuyés sur quelque pouvoir matériel, sortit du billard et, s'adressant à lui, « Monsieur, dit-il d'un ton calme, je me suis chargé de vous apprendre une chose que vous semblez ignorer. Votre figure et votre personne déplaisent ici à tout le monde, et à moi en particulier. Vous êtes trop poli pour ne pas vous sacrifier au bien général, et je vous prie de ne plus vous présenter au cercle. » « Monsieur, cette plaisanterie, déjà faite sous l'empire de plusieurs garnisons, est devenue aujourd'hui de fort mauvais ton, » répondit froidement Raphaël. « Je ne plaisante pas, » reprit le jeune homme. « Je vous le répète, votre santé souffrirait beaucoup de votre séjour ici. La chaleur, les lumières, l'air du salon, la compagnie nuisent à votre maladie. »« Où avez-vous étudié la médecine ?» demanda Raphaël. « Monsieur, j'ai été reçu bachelier au tir de Lepage à Paris et docteur chez Lozès, le roi du fleuret. »« Il vous reste un dernier grade à prendre, » répliqua Valentin. « Lisez le code de la politesse, vous serez un parfait gentilhomme. » En ce moment,
Les jeunes gens, souriants ou silencieux, sortirent du billard. Les autres joueurs, devenus attentifs, quittèrent leurs cartes pour écouter une querelle qui réjouissait leur passion. Seul au milieu de ce monde ennemi, Raphaël tâcha de conserver son sang-froid et de ne pas se donner le moindre tort. Mais son antagoniste s'étant permis un sarcasme où l'outrage s'enveloppait dans une forme éminemment incisive et spirituelle, il lui répondit gravement « Monsieur, il n'est plus permis aujourd'hui de donner un soufflet à un homme, mais je ne sais de quel mot flétrir une conduite aussi lâche que l'est la vôtre. »« Assez, assez ! Vous vous expliquerez demain, » dirent plusieurs jeunes gens qui se jetèrent entre les deux champions. Raphaël sortit du salon, passant pour l'offenseur, ayant accepté un rendez-vous près du château de Bordeaux, dans une petite prairie en pente, non loin d'une route nouvellement percée, par où le vainqueur pouvait gagner Lyon. Raphaël devait nécessairement ou garder le lit ou quitter les eaux d'Aix. La société triomphait. Le lendemain, sur les 8 heures du matin, l'adversaire de Raphaël, suivi de 2 témoins et d'un chirurgien, arriva le premier sur le terrain. « Nous serons très bien ici. Il fait un temps superbe pour se battre, » s'écria-t-il gaiement, en regardant la voûte bleue du ciel, les eaux du lac et les rochers sans la moindre arrière-pensée de doute ni de deuil. « Si je le touche à l'épaule, » dit-il en continuant, « le mettrai-je bien au lit pour un mois, hein, docteur ?»« Au moins, » répondit le chirurgien. « Mais laissez ce petit saule tranquille, autrement vous vous fatiguerez la main et ne seriez plus maître de votre coup. Vous pourriez tuer votre homme au lieu de le blesser. » Le bruit d'une voiture se fit entendre. « Le voici !» dirent les témoins, qui bientôt aperçurent dans la route une calèche de voyage attelée de 4 chevaux et menée par 2 postillons. « Quel singulier genre !» s'écria l'adversaire de Valentin. « Il vient se faire tuer en poste. » À un duel comme au jeu, les plus légers incidents influent sur l'imagination des acteurs, fortement intéressés au succès d'un coup. Aussi, le jeune homme attendit-il, avec une sorte d'inquiétude, l'arrivée de cette voiture qui resta sur la route. Le vieux Jonatas s'en descendit lourdement le premier, pour aider Raphaël à sortir. Il le soutint de ses bras débiles, en déployant pour lui les soins minutieux qu'un amant prodigue à sa maîtresse. Tous deux se perdirent dans les sentiers qui séparaient la grande route de l'endroit désigné pour le combat et ne reparurent que longtemps après. Ils allaient lentement. Les 4 spectateurs de cette scène singulière éprouvèrent une émotion profonde à l'aspect de Valentin, appuyé sur le bras de son serviteur. Pâle et défait, il marchait en goutteux, baissait la tête et ne disait mot. Vous eussiez dit de 2 vieillards également détruits, l'un par le temps, l'autre par la pensée. Le premier avait son âge écrit sur ses cheveux blancs, le jeune n'avait plus d'âge. « Monsieur, je n'ai pas dormi, » dit Raphaël à son adversaire. Cette parole glaciale et le regard terrible qui l'accompagna firent tressaillir le véritable provocateur. Il eut la conscience de son tort et une honte secrète de sa conduite. Il y avait dans l'attitude, dans le son de voix et le geste de Raphaël quelque chose d'étrange. Le marquis fit une pause et chacun imita son silence. L'inquiétude et l'attention étaient au comble. « Il est encore temps, » reprit-il, « de me donner une légère satisfaction. Mais donnez-la moi, monsieur, sinon vous allez mourir. Vous comptez encore en ce moment sur votre habileté, sans reculer à l'idée d'un combat où vous croyez avoir tout l'avantage. Eh bien, monsieur, je suis généreux. Je vous préviens de ma supériorité. Je possède une terrible puissance. Pour anéantir votre adresse, pour voiler vos regards, faire trembler vos mains et palpiter votre cœur, pour vous tuer même. Il me suffit de le désirer. Je ne veux pas être obligé d'exercer mon pouvoir, il me coûte trop cher d'en user. Vous ne serez pas le seul à mourir. Si donc, vous vous refusez à me présenter des excuses, votre balle ira dans l'eau de cette cascade, malgré votre habitude de l'assassinat, et la mienne droit à votre cœur, sans que je le vise. » En ce moment, des voix confuses interrompirent Raphaël. En prononçant ces paroles, le marquis avait constamment dirigé sur son adversaire l'insupportable clarté de son regard fixe.
Il s'était adressé en lui montrant un visage impassible, semblable à celui d'un fou méchant. « Fais-le taire !» avait dit le jeune homme à son témoin. « Sa voix me tord les entrailles. »« Monsieur, cessez ! Vos discours sont inutiles !» crièrent à Raphaël le chirurgien et les témoins. « Messieurs, je remplis un devoir. Ce jeune homme a-t-il des dispositions à prendre ? » « Assez ! Assez !» Le marquis resta debout, immobile, sans perdre un instant de vue son adversaire qui, dominé par une puissance presque magique, était comme un oiseau devant un serpent. Contraint de subir ce regard homicide, il le fuyait, il revenait sans cesse. « Donne-moi de l'eau, j'ai soif, » dit-il à son témoin. « As-tu peur ?»« Oui, » répondit-il. « L'œil de cet homme est brûlant et me fascine. » « Veux-tu lui faire des excuses ? Il n'est plus temps. » Les deux adversaires furent placés à 15 pas l'un de l'autre. Ils avaient chacun près d'eux une paire de pistolets et, suivant le programme de cette cérémonie, ils devaient tirer 2 coups à volonté, mais après le signal donné par les témoins. « Que fais-tu, Charles ?» cria le jeune homme, qui servait de second à l'adversaire de Raphaël. « Tu prends la balle avant la poudre. »« Je suis mort, » répondit-il en murmurant. « Vous m'avez mis en face du soleil. »« Il est derrière vous, » lui dit Valentin, d'une voix grave et solennelle, en chargeant son pistolet lentement, sans s'inquiéter ni du signal déjà donné, ni du soin avec lequel l'ajustait son adversaire. Cette sécurité surnaturelle avait quelque chose de terrible, qui saisit même les 2 postillons, amenés là par une curiosité cruelle. Jouant avec son pouvoir, ou voulant l'éprouver, Raphaël parlait à Jonatas et le regardait au moment où il essuya le feu de son ennemi. La balle de Charles alla briser une branche de saule et ricocha sur l'eau. En tirant au hasard, Raphaël atteignit son adversaire au cœur, et sans faire attention à la chute de ce jeune homme, il chercha promptement la peau de chagrin pour voir ce que lui coûtait une vie humaine. Le talisman n'était plus grand que comme une petite feuille de chêne. « Eh bien, que regardez-vous donc là, postillon ? En route, » dit le marquis. Arrivé le soir même en France, il prit aussitôt la route d'Auvergne et se rendit aux eaux du Mont d'Or. Pendant ce voyage, il lui surgit au cœur une de ces pensées soudaines qui tombent dans notre âme comme un rayon de soleil à travers d'épais nuages sur quelque obscure vallée. Triste lueur, sagesse implacable, elles illuminent les événements accomplis, nous dévoilent nos fautes et nous laissent sans pardon devant nous-mêmes. Il pensa tout à coup que la possession du pouvoir, quelque immense qu'il pût être, ne donnait pas la science de s'en servir. Le sceptre est un jouet pour un enfant, une hache pour Richelieu, et pour Napoléon, un levier à faire pencher le monde. Le pouvoir nous laisse tels que nous sommes et ne grandit que les grands. Raphaël avait pu tout faire, il n'avait rien fait. Aux eaux du Mont d'Or, il retrouva ce monde qui toujours s'éloignait de lui, avec l'empressement que les animaux mettent à fuir un des leurs, étendu mort après l'avoir flairé de loin. Cette haine était réciproque. Sa dernière aventure lui avait donné une aversion profonde pour la société. Aussi, son premier soin fut-il de chercher un asile écarté aux environs des eaux. Il sentait instinctivement le besoin de se rapprocher de la nature, des émotions vraies et de cette vie végétative à laquelle nous nous laissons si complaisamment aller au milieu des champs. Le lendemain de son arrivée, il gravit, non sans peine, le pic de Sancy et visita les vallées supérieures, les sites aériens, les lacs ignorés, les rustiques chaumières des Monts d'Or, dont les âpres et sauvages attraits commencent à tenter les pinceaux de nos artistes. Parfois, il se rencontre là d'admirables paysages pleins de grâce et de fraîcheur, qui contrastent vigoureusement avec l'aspect sinistre de ces montagnes désolées. À peu près à une demi-lieue du village, Raphaël se trouva dans un endroit où, coquette et joyeuse comme un enfant, la nature semblait avoir pris plaisir à cacher les trésors. En voyant cette retraite pittoresque et naïve, il résolut d'y vivre. La vie devait y être tranquille, spontanée, frugiforme comme celle d'une plante. Figurez-vous un cône renversé, mais un cône de granit largement évasé,
espèce de cuvette dont les bords étaient morcelés par des anfractuosités bizarres. Ici, des tables droites sans végétation, unies bleuâtres, et sur lesquelles les rayons solaires glissaient comme sur un miroir. Là, des rochers entamés par des cassures, ridés par des ravins, d'où pendaient des quartiers de lave dont la chute était lentement préparée par les eaux pluviales, et souvent couronnés de quelques arbres rabougris que torturaient les vents. Puis, çà et là, des redans obscurs et frais, d'où s'élevait un bouquet de châtaigniers hauts comme des cèdres, ou des grottes jaunâtres qui ouvraient une bouche noire et profonde, palissée de ronces de fleurs et garnie d'une langue de verdure. Au fond de cette coupe, peut-être l'ancien cratère d'un volcan, se trouvait un étang dont l'eau pure avait l'éclat du diamant. Autour de ce bassin profond, bordé de granit, de saules, de glaïeuls, de frênes et de 1000 plantes aromatiques alors en fleurs, régnait une prairie verte, comme un boulingrin anglais. Son herbe fine et jolie était arrosée par les infiltrations qui ruisselaient entre les fentes des rochers, et engraissée par les dépouilles végétales que les orages entraînaient sans cesse des hautes cimes vers le fond. Irrégulièrement taillé en dents de loup, comme le bas d'une robe, l'étang pouvait avoir 3 arpents d'étendue. Selon les rapprochements des rochers et de l'eau, la prairie avait un arpent ou 2 de large. En quelques endroits, à peine restait-il assez de place pour le passage des vaches. À une certaine hauteur, la végétation cessait. Le granit affectait dans les airs les formes les plus bizarres et contractait ces teintes vaporeuses qui donnent aux montagnes élevées de vagues ressemblances avec les nuages du ciel. Au doux aspect du vallon, ces rochers nus et pelés opposaient les sauvages et stériles images de la désolation, des éboulements à craindre, des formes si capricieuses que l'une de ces roches est nommée le Capucin, tant elle ressemble à un moine. Parfois, ces aiguilles pointues, ces piles audacieuses, ces cavernes aériennes s'illuminaient tour à tour, suivant le cours du soleil ou les fantaisies de l'atmosphère, et prenaient les nuances de l'or, se teignaient de pourpre, devenaient d'un rose vif ou ternes ou grises. Ces hauteurs offraient un spectacle continuel et changeant, comme les reflets irisés de la gorge des pigeons. Souvent, entre 2 lames de lave que vous eussiez dit séparées par un coup de hache, un beau rayon de lumière pénétrait, à l'aurore ou au coucher du soleil, jusqu'au fond de cette riante corbeille où il se jouait dans les eaux du bassin, semblable à la raie d'or qui perce la fente d'un volet et traverse une chambre espagnole, soigneusement close pour la sieste. Quand le soleil planait au-dessus du vieux cratère, rempli d'eau par quelques révolutions antédiluviennes, les flancs rocailleux s'échauffaient, l'ancien volcan s'allumait, et sa rapide chaleur réveillait les germes, fécondait la végétation, colorait les fleurs et mûrissait les fruits de ce petit coin de terre ignoré. Lorsque Raphaël y parvint, il aperçut quelques vaches paissant dans la prairie. Après avoir fait quelques pas vers l'étang, il vit, à l'endroit où le terrain avait le plus de largeur, une modeste maison bâtie en granit et couverte de bois. Le toit de cette espèce de chaumière, en harmonie avec le site, était orné de mousses, de lierres et de fleurs qui trahissaient une haute antiquité. Une fumée grêle, dont les oiseaux ne s'effrayaient plus, s'échappait de la cheminée en ruine. À la porte, un grand banc était placé entre 2 chèvrefeuilles énormes, rouges de fleurs et qui embaumaient. À peine voyait-on les murs sous les pampres de la vigne et sous les guirlandes de roses et de jasmin qui croissaient à l'aventure et sans gêne. Insouciants de cette parure champêtre, les habitants n'en avaient nul soin et laissaient à la nature sa grâce vierge et lutine. Des langes accrochés à un groseillier séchaient au soleil. Il y avait un chat accroupi sur une machine à tailler le chanvre. Et dessous, un chaudron jaune, récemment récuré, gisait au milieu de quelques pelures de pommes de terre. De l'autre côté de la maison, Raphaël aperçut une clôture d'épines sèches, destinée sans doute à empêcher les poules de dévaster les fruits et le potager. Le monde paraissait finir là. Cette habitation ressemblait à ces nids d'oiseaux ingénieusement fixés au creux d'un rocher, plein d'art et de négligence tout ensemble. C'était une nature naïve et bonne, une rusticité vraie, mais poétique, parce qu'elle florissait à 1000 lieues de nos poésies peignées,
n'avait d'analogie avec aucune idée, ne procédait que d'elle-même, vrai triomphe du hasard. Au moment où Raphaël arriva, le soleil jetait ses rayons de droite à gauche et faisait resplendir les couleurs de la végétation, mettait en relief ou décorait des prestiges de la lumière, des oppositions de l'ombre, les fonds jaunes et grisâtres des rochers, les différents verts des feuillages, les masses bleues, rouges ou blanches des fleurs, les plantes grimpantes et leurs cloches, le velours chatoyant des mousses, les grappes purpurines de la bruyère, mais surtout la nappe d'eau claire où se réfléchissaient fidèlement les cimes granitiques, les arbres, la maison et le ciel. Dans ce tableau délicieux, tout avait son lustre, depuis le mica brillant jusqu'à la touffe d'herbe blonde cachée dans un doux clair-obscur. Tout y était harmonieux à voir. Et la vache tachetée aux poils luisants, et les fragiles fleurs aquatiques, étendues comme des franges qui pendaient au-dessus de l'eau, dans un enfoncement où bourdonnaient les insectes vêtus d'azur ou d'émeraude, et les racines d'arbres, espèces de chevelures sablonneuses qui couronnaient une informe figure en cailloux. Les tièdes senteurs des eaux, des fleurs et des grottes, qui parfumaient ce réduit solitaire, causèrent à Raphaël une sensation presque voluptueuse. Le silence majestueux qui régnait dans ce bocage, oublié peut-être sur les rôles du percepteur, fut interrompu tout à coup par les aboiements de 2 chiens. Les vaches tournèrent la tête vers l'entrée du vallon, montrèrent à Raphaël leurs mufles humides et se remirent à brouter après l'avoir stupidement contemplé. Suspendus dans les rochers comme par magie, une chèvre et son chevreau cabriolèrent et vinrent se poser sur une table de granit près de Raphaël, en paraissant l'interroger. Les jappements des chiens attirèrent au dehors un gros enfant qui resta béant, puis vint un vieillard en cheveux blancs et de moyenne taille. Ces 2 êtres étaient en rapport avec le paysage, avec l'air, les fleurs et la maison. La santé débordait dans cette nature plantureuse. La vieillesse et l'enfance y étaient belles. Enfin, il y avait dans tous ces types d'existence un laisser-aller primordial, une routine de bonheur qui donnait un démenti à nos capucinades philosophiques et guérissait le cœur de ses passions boursouflées. Le vieillard appartenait aux modèles affectionnés par les mâles pinceaux de Schnetz. C'était un visage brun, dont les rides nombreuses paraissaient rudes au toucher, un nez droit, des pommettes saillantes et veinées de rouge comme une vieille feuille de vigne, des contours anguleux, tous les caractères de la force, mais là où la force avait disparu. Ses mains calleuses, quoiqu'elles ne travaillassent plus, conservaient un poil blanc et rare. Son attitude d'homme vraiment libre faisait pressentir qu'en Italie, il serait peut-être devenu brigand par amour pour sa précieuse liberté. L'enfant, véritable montagnard, avait des yeux noirs qui pouvaient envisager le soleil sans cligner, un teint de bistre, des cheveux bruns en désordre. Il était leste et décidé, naturel dans ses mouvements comme un oiseau. Mal vêtu, il laissait voir une peau blanche et fraîche à travers les déchirures de ses habits. Tous 2 restèrent debout et en silence, l'un près de l'autre, mus par le même sentiment, offrant sur leur physionomie la preuve d'une identité parfaite dans leur vie également oisive. Le vieillard avait épousé les jeux de l'enfant, et l'enfant l'humeur du vieillard, par une espèce de pacte entre 2 faiblesses, entre une force près de finir et une force près de se déployer. Bientôt, une femme âgée d'environ 30 ans apparut sur le seuil de la porte. Elle filait en marchant. C'était une auvergnate, haute en couleur, l'air réjoui, franche, à dents blanches. Figure de l'Auvergne, taille d'Auvergne, coiffure, robe de l'Auvergne, sein rebondi de l'Auvergne, et son parler. Une idéalisation complète du pays, mœurs laborieuses, ignorance, économie, cordialité, tout y était. Elle salua Raphaël. Ils entrèrent en conversation. Les chiens s'apaisèrent, le vieillard s'assit sur un banc au soleil, et l'enfant suivit sa mère partout où elle alla, silencieux, mais écoutant, examinant l'étranger. « Vous n'avez pas peur ici, ma bonne femme ?»« Et d'où que nous aurions peur, monsieur ? Quand nous barrons l'entrée, qui donc pourrait venir ici ? »« Oh, nous n'avons point peur. D'ailleurs, dit-elle en faisant entrer le marquis dans la grande chambre de la maison, qu'est-ce que les voleurs viendraient donc prendre chez nous ? Elle montrait des murs noircis par la fumée,
sur lesquels étaient pour tout ornement ces images enluminées de bleu, de rouge et de vert, qui représentent la mort de Crédit, la passion de Jésus-Christ et les grenadiers de la garde impériale. Puis, çà et là, dans la chambre, un vieux lit de noyer à colonnes, une table à pieds tordus, des escabeaux, la huche du pain, du lard pendu au plancher, du sel dans un pot, une poêle, et sur la cheminée, des plâtres jaunis et colorés. En sortant de la maison, Raphaël aperçut, au milieu des rochers, un homme qui tenait une houe à la main et qui, penché, curieux, regardait la maison. « Monsieur, c'est l'homme, » dit l'Auvergnate, en laissant échapper ce sourire familier aux paysannes. « Il laboure là-haut. »« Et ce vieillard est votre père ?»« Faites excuse, monsieur, c'est le grand-père de notre homme. Tel que vous le voyez, il a 102 ans. Eh bien, dernièrement, il a mené à pied notre petit gars à Clermont. Ça a été un homme fort. Maintenant, il ne fait plus que dormir, boire et manger. Il s'amuse toujours avec le petit gars. Quelquefois, le petit l'emmène dans les hauts. Il y va tout de même. » Aussitôt, Valentin se résolut à vivre entre ce vieillard et cet enfant, à respirer dans leur atmosphère, à manger de leur pain, à boire de leur eau, à dormir de leur sommeil, à se faire de leur sang dans les veines. Caprice de mourant. Devenir une des huîtres de ce rocher, sauver son écaille pour quelques jours de plus, en engourdissant la mort, fut pour lui l'archétype de la morale individuelle, la véritable formule de l'existence humaine, le beau idéal de la vie, la seule vie, la vraie vie. Il y vint au cœur une profonde pensée d'égoïsme où s'engloutit l'univers. À ses yeux, il n'y eut plus d'univers, l'univers passa tout en lui. Pour les malades, le monde commence au chevet et finit au pied de leur lit. Ce paysage fut le lit de Raphaël. Qui n'a pas, une fois dans sa vie, espionné les pas et démarches d'une fourmi, glissé des pailles dans l'unique orifice par lequel respire une limace blonde, étudié les fantaisies d'une demoiselle fluette, admirer les 1000 veines coloriées comme une rose de cathédrale gothique qui se détache sur le fond rougeâtre des feuilles d'un jeune chêne. Qui n'a délicieusement regardé pendant longtemps l'effet de la pluie et du soleil sur un toit de tuiles brunes, ou contemplé les gouttes de la rosée, les pétales des fleurs, les découpures variées de leurs calices. Qui ne s'est plongé dans ces rêveries matérielles, indolentes et occupées, sans but et conduisant néanmoins à quelques pensées? Qui n'a pas, enfin, mené la vie de l'enfance, la vie paresseuse, la vie du sauvage, moins ses travaux? Ainsi vécut Raphaël pendant plusieurs jours, sans soin, sans désir, éprouvant un mieux sensible, un bien-être extraordinaire qui calma ses inquiétudes, apaisa ses souffrances. Il gravissait les rochers et allait s'asseoir sur un pic d'où ses yeux embrassaient quelques paysages d'immense étendue. Là, il restait des journées entières comme une plante au soleil, comme un lièvre au gîte, ou bien, se familiarisant avec des phénomènes de la végétation, avec la vicissitude du ciel, il épiait le progrès de toutes les œuvres sur la terre, dans les eaux ou dans l'air. Il tenta de s'associer au mouvement intime de cette nature et de s'identifier assez complètement à sa passive obéissance, pour tomber sous la loi despotique et conservatrice qui régit les existences instinctives. Il ne voulait plus être chargé de lui-même. Semblable à ces criminels d'autrefois qui, poursuivis par la justice, étaient sauvés s'ils atteignaient l'ombre d'un autel, il essayait de se glisser dans le sanctuaire de la vie. Il réussit à devenir partie intégrante de cette large et puissante fructification. Il avait épousé les intempéries de l'air, habité tous les creux de rochers, appris les mœurs et les habitudes de toutes les plantes, étudié le régime des eaux, leurs gisements, et fait connaissance avec les animaux. Enfin, il s'était si parfaitement uni à cette terre animée qu'il en avait en quelque sorte saisi l'âme et pénétré les secrets. Pour lui, les formes infinies de tous les règnes étaient les développements d'une même substance, les combinaisons d'un même mouvement, vaste respiration d'un être immense qui agissait, pensait, marchait, grandissait, et avec lequel il voulait grandir, marcher, penser, agir. Il avait fantastiquement mêlé sa vie à la vie de ce rocher. Il s'y était implanté, grâce à ce mystérieux illuminisme, convalescence factice,
Semblable à ces bienfaisants délires accordés par la nature, comme autant de haltes dans la douleur, Valentin goûta les plaisirs d'une seconde enfance, durant les premiers moments de son séjour au milieu de ce riant paysage. Il y allait dénichant des riens, entreprenant 1000 choses sans en achever aucune, oubliant le lendemain les projets de la veille, insouciant. Il fut heureux, il se crut sauvé. Un matin, il était resté par hasard au lit jusqu'à midi, plongé dans cette rêverie mêlée de veille et de sommeil, qui prête aux réalités les apparences de la fantaisie et donne aux chimères le relief de l'existence. Quand tout à coup, sans savoir d'abord s'il ne continuait pas un rêve, il entendit, pour la première fois, le bulletin de sa santé donné par son hôtesse à Jonatas, venu, comme chaque jour, le lui demander. L'Auvergnate croyait sans doute Valentin encore endormi et n'avait pas baissé le diapason de sa voix montagnarde. « Ça ne va pas mieux, ça ne va pas pis, » disait-elle. « Il a encore toussé pendant toute cette nuit à rendre l'âme. Il tousse, il crache, ce cher monsieur, que c'est une pitié. Je me demandons, moi et mon homme, où il prend la force de tousser comme ça. Ça fend le cœur. Quelle damnée maladie qu'il a. C'est qu'il n'est point bien du tout. J'avons toujours peur de le trouver crevé dans son lit un matin. Il est vraiment pâle comme un Jésus de cire. Dame, je le vois quand il se lève, et son pauvre corps est maigre comme un sang de clou. Et il ne sent déjà pas bon tout de même. Ça lui est égal. Il se consume à courir, comme s'il avait de la santé à revendre. Il a bien du courage tout de même de ne pas se plaindre. Mais vraiment, il serait mieux en terre qu'en pré, car il souffre la passion de Dieu. Je ne le désirons pas, monsieur, ce n'est point notre intérêt. Mais il ne nous donnerait pas ce qu'il nous donne, que je l'aimerions tout de même. Ce n'est point l'intérêt qui nous pousse. Ah, mon Dieu, reprit-elle, il n'y a que les Parisiens pour avoir de ces chaînes de maladies-là. Où qui prennent ça, donc, pauvre jeune homme? Il est sûr qu'il ne peut guère bien finir. Cette fièvre, voyez-vous, ça vous le mine, ça le creuse, ça le ruine. Il ne s'en doute point. Il ne le sait point, monsieur. Il ne s'aperçoit de rien. Faut pas pleurer pour ça, monsieur Jonatas. Il faut se dire qu'il sera heureux de ne plus souffrir. Vous devriez faire une neuvaine pour lui. J'avons vu de belles guérisons par les neuvaines, et je paierions bien un cierge pour sauver une si douce créature, si bonne, un agneau pascal. La voix de Raphaël était devenue trop faible pour qu'il pût se faire entendre. Il fut donc obligé de subir cet épouvantable bavardage. Cependant, l'impatience le chassa de son lit. Il se montra sur le seuil de la porte. « Vieux scélérat !» cria-t-il à Jonatas. « Tu veux donc être mon bourreau ?» La paysanne crut voir un spectre et s'enfuit. « Je te défends !» dit Raphaël en continuant, « d'avoir la moindre inquiétude sur ma santé. »« Oui, monsieur le marquis, » répondit le vieux serviteur en essuyant ses larmes. « Et tu feras même fort bien dorénavant de ne pas venir ici sans mon ordre. » Jonatas voulut obéir, mais avant de se retirer, il jeta sur le marquis un regard fidèle et compatissant, où Raphaël lut son arrêt de mort. Découragé, rendu tout à coup au sentiment vrai de sa situation, Valentin s'assit sur le seuil de la porte, se croisa les bras sur la poitrine et baissa la tête. Jonatas, effrayé, s'approcha de son maître. « Monsieur, va-t'en, va-t'en !» lui cria le malade. Pendant la matinée du lendemain, Raphaël, ayant gravi les rochers, s'était assis dans une crevasse pleine de mousse, d'où il pouvait voir le chemin étroit par lequel on venait des eaux à son habitation. Au bas du pic, il aperçut Jonatas conversant de rechef avec l'Auvergnate. Une malicieuse puissance lui interpréta les hochements de tête, les gestes désespérants, la sinistre naïveté de cette femme, et lui en jeta même les fatales paroles dans le vent et dans le silence. Pénétré d'horreur, il se réfugia sur les plus hautes cimes des montagnes et y resta jusqu'au soir, sans avoir pu chasser les sinistres pensées, si malheureusement réveillées dans son cœur par le cruel intérêt dont il était devenu l'objet. Tout à coup, l'Auvergnate elle-même se dressa soudain devant lui, comme une ombre dans l'ombre du soir. Par une bizarrerie de poète, il voulut trouver, dans son jupon rayé de noir et de blanc, une vague ressemblance avec les côtes desséchées d'un spectre. « Voilà le serein qui tombe, mon cher monsieur, » lui dit-elle. « Si vous restiez là, vous vous avanceriez ni plus ni moins qu'un fruit patrouillé.
Faut rentrer. Ça n'est pas sain de humer la rosée. Avec ça, que vous n'avez rien pris depuis ce matin. Par le tonnerre de Dieu, s'écria-t-il. Vieille sorcière, je vous ordonne de me laisser vivre à ma guise ou je décampe d'ici. C'est bien assez de me creuser ma fosse tous les matins. Au moins, ne la fouillez pas le soir. Votre fosse, monsieur? Creusez votre fosse? Ou quelle est donc votre fosse? Je voudrions vous voir bastant comme notre père et point dans la fosse. La fosse? Nous y sommes toujours assez tôt dans la fosse. Assez, dit Raphaël. Prenez mon bras, monsieur. Non. Le sentiment que l'homme supporte le plus difficilement est la pitié, surtout quand il la mérite. La haine est un tonique, elle fait vivre, elle inspire la vengeance, mais la pitié tue. Elle affaiblit encore notre faiblesse. C'est le mal devenu patelin, c'est le mépris dans la tendresse, ou la tendresse dans l'offense. Raphaël trouva chez le centenaire une pitié triomphante, chez l'enfant une pitié curieuse, chez la femme une pitié tracassière, chez le mari une pitié intéressée. Mais sous quelque forme que ce sentiment se montrât, il était toujours gros de mort. Un poète fait de tout un poème, terrible ou joyeux, suivant les images qui le frappent. Son âme exaltée rejette les nuances douces et choisit toujours les couleurs vives et tranchées. Cette pitié produisit, au cœur de Raphaël, un horrible poème de deuil et de mélancolie. Il n'avait pas songé sans doute à la franchise des sentiments naturels, quand il désira se rapprocher de la nature. Lorsqu'il se croyait seul sous un arbre, aux prises avec une quinte opiniâtre dont il ne triomphait jamais sans sortir abattu par cette terrible lutte, il voyait les yeux brillants et fluides du petit garçon, placé en vedette sous une touffe d'herbe, comme un sauvage, et qu'il examinait avec cette enfantine curiosité dans laquelle il y a autant de raillerie que de plaisir, et je ne sais quel intérêt mêlé d'insensibilité. Le terrible « Frère, il faut mourir » des trappistes semblait constamment écrit dans les yeux des paysans avec lesquels vivait Raphaël. Il ne savait ce qu'ils craignaient le plus de leurs paroles naïves ou de leur silence. Tout en eux le gênait. Un matin, il vit deux hommes vêtus de noir qui rôdèrent autour de lui, le flairèrent et l'étudièrent à la dérobée. Puis, feignant d'être venus là pour se promener, ils lui adressèrent des questions banales auxquelles il répondit brièvement. Il reconnut en eux le médecin et le curé des eaux, sans doute envoyé par Jonatas, consulté par ses hôtes ou attiré par l'odeur d'une mort prochaine. Il entrevit alors son propre convoi. Il entendit le chant des prêtres, il compta les cierges et ne vit plus qu'à travers un crêpe les beautés de cette riche nature au sein de laquelle il croyait avoir rencontré la vie. Tout ce qui naguère lui annonçait une longue existence lui prophétisait maintenant une fin prochaine. Le lendemain, il partit pour Paris, après avoir été abreuvé des souhaits mélancoliques et cordialement plaintifs que ses hôtes lui adressèrent. Après avoir voyagé durant toute la nuit, il s'éveilla dans l'une des plus riantes vallées du Bourbonnais, dont les sites et les points de vue tourbillonnaient devant lui, rapidement emportés comme les images vaporeuses d'un songe. La nature s'étalait à ses yeux avec une cruelle coquetterie. Tantôt, l'Allier déroulait sur une riche perspective son ruban liquide et brillant, puis des hameaux modestement cachés au fond d'une gorge de rocher jaunâtre montraient la pointe de leurs clochers. Tantôt, les moulins d'un petit vallon se découvraient soudain après des vignobles monotones, et toujours apparaissaient de riants châteaux, des villages suspendus ou quelques routes bordées de peupliers majestueux. Enfin, la Loire et ses longues nappes diamantées reluisirent au milieu de ses sables dorés. Séduction sans fin. La nature agitée, vivace comme un enfant, contenant à peine l'amour et la sève du mois de juin, attirait fatalement les regards éteints du malade. Il leva les persiennes de sa voiture et se remit à dormir. Vers le soir, après avoir passé Cosne, il fut réveillé par une joyeuse musique et se trouva dans une fête de village. La poste était située près de la place. Pendant le temps que les postillons mirent à relayer sa voiture, il vit les danses de cette population joyeuse, les filles parées de fleurs, jolies, agaçantes, les jeunes gens animés, puis les trognes de vieux paysans gaillardement rougis par le vin. Les petits enfants se rigolaient, les vieilles femmes parlaient en riant, tout avait une voix, et le plaisir enjolivait même les habits et les tables dressées.
La place et l'église offraient une physionomie de bonheur. Les toits, les fenêtres, les portes même du village semblaient s'être endimanchées aussi. Semblable aux moribonds impatients du moindre bruit, Raphaël ne put réprimer une sinistre interjection, ni le désir d'imposer silence à ses violons, d'anéantir ce mouvement, d'assourdir ces clameurs, de dissiper cette fête insolente. Il monta tout chagrin dans sa voiture. Quand il regarda sur la place, il vit la joie effarouchée, les paysannes en fuite et les bancs déserts. Sur l'échafaud de l'orchestre, un ménétrier aveugle continuait à jouer sur sa clarinette une ronde criarde. Cette musique sans danseur, ce vieillard solitaire au profil grimaud, en haillons, les cheveux épars et cachés dans l'ombre d'un tilleul, était comme une image fantastique du souhait de Raphaël. Il tombait à torrents, une de ces fortes pluies que les nuages électriques du mois de juin versent brusquement et qui finissent de même. C'était chose aussi naturelle que Raphaël, après avoir regardé dans le ciel quelques nuages blanchâtres emportés par un grain de vent, ne songea pas à regarder sa peau de chagrin. Il se remit dans le coin de sa voiture, qui bientôt roula sur la route. Le lendemain, il se retrouva chez lui, dans sa chambre, au coin de sa cheminée. Il s'était fait allumer un grand feu. Il avait froid. Jonatas lui apporta des lettres. Elles étaient toutes de Pauline. Il ouvrit la première sans empressement et la déplia, comme si c'eût été le papier grisâtre d'une sommation sans frais envoyée par le percepteur. Il lut la première phrase. « Parti ? Mais c'est une fuite, mon Raphaël. Comment ? Personne ne peut me dire où tu es. Et si je ne le sais pas, qui donc le saurait ?» Sans vouloir en apprendre davantage, il prit froidement les lettres et les jeta dans le foyer, en regardant d'un œil terne et sans chaleur les jeux de la flamme qui tordait le papier parfumé, le racornissait, le retournait, le morcelait. Des fragments roulèrent sur les cendres en lui laissant voir des commencements de phrases, des mots, des pensées à demi brûlées, et qu'il se plut à saisir dans la flamme par un divertissement machinal. Assise à ta porte, attendu, caprice, j'obéis, des rivales, moi non, ta Pauline, aime, plus de Pauline donc. Si tu avais voulu me quitter, tu ne m'aurais pas abandonné. Amour éternel, mourir. Ces mots lui donnèrent une sorte de remords. Il saisit les pincettes et sauva des flammes un dernier lambeau de lettres. J'ai murmuré, disait Pauline, mais je ne me suis pas plainte, Raphaël. En me laissant loin de toi, tu as sans doute voulu me dérober le poids de quelque chagrin. Un jour tu me tueras peut-être, mais tu es trop bon pour me faire souffrir. Eh bien, ne pars plus ainsi. Va, je puis affronter les plus grands supplices, mais près de toi. Le chagrin que tu m'imposerais ne serait plus un chagrin. J'ai dans le cœur encore bien plus d'amour que je ne t'en ai montré. Je puis tout supporter, hors de pleurer loin de toi, et de ne pas savoir ce que tu... Raphaël posa sur la cheminée ce débris de lettres noircies par le feu. Il le rejeta tout à coup dans le foyer. Ce papier était une image trop vive de son amour et de sa fatale vie. « Va chercher monsieur Bianchon, dit-il à Jonatas. Horace vint et trouva Raphaël au lit. Mon ami, peux-tu me composer une boisson légèrement opiacée qui m'entretienne dans une somnolence continuelle, sans que l'emploi constant de ce breuvage me fasse mal ? Rien n'est plus aisé, répondit le jeune docteur. Mais il faudra cependant rester debout quelques heures de la journée pour manger. Quelques heures, dit Raphaël en l'interrompant. Non, je ne veux être levé que durant 1 heure au plus. Quel est donc ton dessein ? Demanda Bianchon. Dormir, c'est encore vivre, répondit le malade. Ne laisse entrer personne. Fût-ce même mademoiselle Pauline de Vichno, dit Valentin à Jonatas, pendant que le médecin écrivait son ordonnance. Eh bien, monsieur Horace, y a-t-il de la ressource ? Demanda le vieux domestique au jeune docteur, qui l'avait reconduit jusqu'au perron. Il peut aller encore longtemps, ou mourir ce soir. Chez lui,
Les chances de vie et de mort sont égales. Je n'y comprends rien, répondit le médecin, en laissant échapper un geste de doute. Il faut le distraire. Le distraire? Monsieur, vous ne le connaissez pas. Il a tué l'autre jour un homme sans dire ouf. Rien ne le distrait. Raphaël demeura pendant quelques jours plongé dans le néant de son sommeil factice. Grâce à la puissance matérielle exercée par l'opium sur notre âme immatérielle, cet homme d'imagination si puissamment active s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces animaux paresseux qui croupissent au sein des forêts, sous la forme d'une dépouille végétale, sans faire un pas pour saisir une proie facile. Il avait même éteint la lumière du ciel. Le jour n'entrait plus chez lui. Vers les 8 heures du soir, il sortait de son lit. Sans avoir une conscience lucide de son existence, il satisfaisait sa faim, puis se recouchait aussitôt. Ces heures froides et ridées ne lui apportaient que de confuses images, des apparences, des clairs obscurs sur un fond noir. Il s'était enseveli dans un silence profond, dans une négation de mouvement et d'intelligence. Un soir, il se réveilla beaucoup plus tard que de coutume et ne trouva pas son dîner servi. Il sonna Jonatas. « Tu peux partir, lui dit-il. Je t'ai fait riche, tu seras heureux dans tes vieux jours. Mais je ne veux plus te laisser jouer ma vie. Comment, misérable, je sens la faim. Où est mon dîner? Réponds. Jonatas laissa échapper un sourire de contentement, prit une bougie dont la lumière tremblotait dans l'obscurité profonde des immenses appartements de l'hôtel. Il conduisit son maître, redevenu machine, à une vaste galerie et en ouvrit brusquement la porte. Aussitôt, Raphaël, inondé de lumière, fut ébloui, surpris par un spectacle inouï. C'étaient ces lustres chargés de bougies, les fleurs les plus rares de sa serre artistement disposées, une table étincelante d'argenterie, d'or, de nacre, de porcelaine, un repas royal, fumant, et dont les mets appétissants irritaient les houppes nerveuses du palais. Il vit ses amis convoqués, mêlés à des femmes parées et ravissantes, la gorge nue, les épaules découvertes, les chevelures pleines de fleurs, les yeux brillants, toutes de beautés diverses, agaçantes, sous de voluptueux travestissements. L'une avait dessiné ses formes attrayantes par une jaquette irlandaise. L'autre portait la basquina lascive des Andalouses. Celle-ci, demi-nue en Diane chasseresse, celle-là, modeste et amoureuse sous le costume de mademoiselle de la Vallière, était également vouée à l'ivresse. Dans les regards de tous les convives brillait la joie, l'amour, le plaisir. Au moment où la morte figure de Raphaël se montra dans l'ouverture de la porte, une acclamation soudaine éclata, rapide, rutilante comme les rayons de cette fête improvisée. Les voix, les parfums, la lumière, ces femmes d'une pénétrante beauté frappèrent tous ses sens, réveillèrent son appétit. Une délicieuse musique, cachée dans un salon voisin, couvrit par un torrent d'harmonie ce tumulte enivrant et compléta cette étrange vision. Raphaël se sentit la main pressée par une main chatouilleuse, une main de femme dont les bras frais et blancs se levaient pour le serrer, la main d'Aquilina. Il comprit que ce tableau n'était pas vague et fantastique, comme les fugitives images de ses rêves décolorés. Il poussa un cri sinistre, ferma brusquement la porte et flétrit son vieux serviteur en le frappant au visage. « Monstre, tu as donc juré de me faire mourir !» s'écria-t-il. Puis, tout palpitant du danger qu'il venait de courir, il trouva des forces pour regagner sa chambre, but une forte dose de sommeil et se coucha. « Que diable !» dit Jonatas en se relevant. « Monsieur Bianchon m'avait cependant bien ordonné de le distraire. » Il était environ minuit. À cette heure, Raphaël, par un de ses caprices physiologiques, l'étonnement et le désespoir des sciences médicales, resplendissait de beauté pendant son sommeil. Un rose vif colorait ses joues blanches. Son front gracieux comme celui d'une jeune fille exprimait le génie. La vie était en fleurs sur ce visage tranquille et reposé. Vous eussiez dit d'un jeune enfant endormi sous la protection de sa mère. Son sommeil était un bon sommeil. Sa bouche vermeille laissait passer un souffle égal et pur. Il souriait, transporté sans doute par un rêve dans une belle vie. Peut-être était-il centenaire, peut-être ses petits-enfants
lui souhaitait-il de longs jours? Peut-être, de son banc rustique, sous le soleil, assis sous le feuillage, apercevait-il comme le prophète, en haut de la montagne, les terres promises, dans un bienfaisant lointain. « Te voilà donc !» Ces mots, prononcés d'une voix argentine, dissipèrent les figures nuageuses de son sommeil. À la lueur de sa lampe, il vit assise sur son lit sa Pauline. Mais Pauline, embellie par l'absence et par la douleur. Raphaël resta stupéfait à l'aspect de cette figure blanche comme les pétales d'une fleur des eaux, et qui, accompagnée de longs cheveux noirs, semblait encore plus noire dans l'ombre. Des larmes avaient tracé leur route brillante sur ses joues, et y restaient suspendues, prêtes à tomber au moindre effort. Vêtue de blanc, la tête penchée et foulant à peine le lit, elle était là, comme un ange descendu des cieux, comme une apparition qu'un souffle pouvait faire disparaître. « Ah, j'ai tout oublié !» s'écria-t-elle, au moment où Raphaël ouvrit les yeux. « Je n'ai de voix que pour te dire, je suis à toi. Oui, mon cœur est tout amour. Ah, jamais, ange de ma vie, tu n'as été si beau. Tes yeux foudroient. Mais je devine tout, va. Tu as été chercher la santé sans moi, tu me craignais. Eh bien, fuis, fuis, laisse-moi, répondit enfin Raphaël d'une voix sourde. Mais va-t'en donc. Si tu restes là, je meurs. Veux-tu me voir mourir? Mourir? Répéta-t-elle. Est-ce que tu peux mourir sans moi? Mourir, mais tu es si jeune. Mourir, mais je t'aime. Mourir, ajouta-t-elle, d'une voix profonde et gutturale, en lui prenant les mains par un mouvement de folie. Froide, dit-elle. Est-ce une illusion? Raphaël tira de dessous son chevet le lambeau de la peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d'une pervenche, et le lui montrant. Pauline, belle image de ma vie, disons-nous adieu, dit-il. Adieu? Répéta-t-elle d'un air surpris. Oui, ceci est un talisman qui accomplit mes désirs et représente ma vie. Vois ce qu'il m'en reste. Si tu me regardes encore, je vais mourir. La jeune fille crut Valentin devenu fou. Elle prit le talisman et alla chercher la lampe. Éclairée par la lueur vacillante qui se projetait également sur Raphaël et sur le talisman, elle examina très attentivement et le visage de son amant et la dernière parcelle de la peau magique. En la voyant belle de terreur et d'amour, il ne fut plus maître de sa pensée. Les souvenirs des scènes caressantes et des joies délirantes de sa passion triomphèrent dans son âme depuis longtemps endormie et s'y réveillèrent comme un foyer mal éteint. « Pauline, viens, Pauline !» Un cri terrible sortit du gosier de la jeune fille. Ses yeux se dilatèrent, ses sourcils violemment tirés par une douleur inouïe s'écartèrent avec horreur. Elle lisait dans les yeux de Raphaël un de ses désirs furieux, jadis sa gloire à elle. Et à mesure que grandissait ce désir, la peau, en se contractant, lui chatouillait la main. Sans réfléchir, elle s'enfuit dans le salon voisin, dont elle ferma la porte. « Pauline! Pauline !» cria le moribond en courant après elle. « Je t'aime, je t'adore, je te veux, je te maudis si tu ne m'ouvres, je veux mourir à toi. » Par une force singulière, dernier éclat de vie, il jeta la porte à terre et vit sa maîtresse à demi nue se roulant sur un canapé. Pauline avait tenté vainement de se déchirer le sein, et pour se donner une prompte mort, elle cherchait à s'étrangler avec son châle. « Si je meurs, il vivra, disait-elle, en tâchant vainement de serrer les nœuds. Ses cheveux étaient épars, ses épaules nues, ses vêtements en désordre, et dans cette lutte avec la mort, les yeux en pleurs, le visage enflammé se tordant sous un horrible désespoir, elle présentait à Raphaël, ivre d'amour, 1000 beautés qui augmentèrent son délire. Il se jeta sur elle, avec la légèreté d'un oiseau de proie, brisa le châle et voulut la prendre dans ses bras. Le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces, mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine, dont chaque respiration creusée plus avant semblait partir de ses entrailles. Enfin, ne pouvant bientôt plus former de son, il mordit Pauline au sein. Jonatas se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait,
et tenta d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin. « Que demandez-vous » dit-elle. « Il est à moi. Je l'ai tué. Ne l'avais-je pas prédit ?» Épilogue. Et que devint Pauline ? Ah, Pauline ! Bien. Êtes-vous quelquefois restée par une douce soirée d'hiver devant votre foyer domestique, voluptueusement livrée à des souvenirs d'amour ou de jeunesse, en contemplant les rayures produites par le feu sur un morceau de chêne ? Ici, la combustion dessine les cases rouges d'un damier. Là, elle miroite des velours. De petites flammes bleues courent, bondissent et jouent sur le fond ardent du brasier. Vient un peintre inconnu qui se sert de cette flamme. Par un artifice unique, il trace au sein de ces flamboyantes teintes violettes ou empourprées une figure supernaturelle et d'une délicatesse inouïe, phénomène fugitif que le hasard ne recommencera jamais. C'est une femme aux cheveux emportés par le vent et dont le profil respire une passion délicieuse, du feu dans le feu. Elle sourit, elle expire, vous ne la reverrez plus. Adieu fleur de flamme, adieu, principe incomplet, inattendu, venu trop tôt ou trop tard pour être quelque beau diamant. Mais Pauline, vous n'y êtes pas ? Je recommence. Place, place, elle arrive, la voici, la reine des illusions, la femme qui passe comme un baiser, la femme vive comme un éclair. Comme lui, jaillit brûlante du ciel, l'être incréé, tout esprit, tout amour. Elle a revêtu je ne sais quel corps de flamme, ou pour elle la flamme c'est un moment animé. Les lignes de ses formes sont d'une pureté qui vous dit qu'elle vient du ciel. Ne resplendit-elle pas comme un ange ? N'entendez-vous pas le frémissement aérien de ses ailes ? Plus légère que l'oiseau, elle s'abat près de vous et ses terribles yeux fascinent. Sa douce, mais puissante haleine attire vos lèvres par une force magique. Elle fuit et vous entraîne. Vous ne sentez plus la terre. Vous voulez passer une seule fois votre main chatouillée, votre main fanatisée sur ce corps de neige, froisser ses cheveux d'or, baiser ses yeux étincelants. Une vapeur vous enivre, une musique enchanteresse vous charme. Vous tressaillez de tous vos nerfs, vous êtes tout désir, tout souffrance. Ô bonheur sans nom, vous avez touché les lèvres de cette femme, mais tout à coup, une atroce douleur vous réveille. Ah ! Votre tête a porté sur l'angle de votre lit, vous en avez embrassé l'acajou brun, les dorures froides, quelques bronzes, un amour en cuivre. Mais monsieur, Pauline, et encore ! Écoutez. Par une belle matinée, en partant de Tours, un jeune homme embarqué sur la ville d'Angers tenait dans sa main la main d'une jolie femme. Unis ainsi, tous deux admirèrent longtemps, au-dessus des larges eaux de la Loire, une blanche figure, artificiellement éclose au sein du brouillard, comme un fruit des eaux et du soleil, ou comme un caprice des nuées et de l'air. Tour à tour rondine ou sylphide, cette fluide créature voltigeait dans les airs comme un mot vainement cherché, qui court dans la mémoire sans se laisser saisir. Elle se promenait entre les îles, elle agitait sa tête à travers les hauts peupliers. Puis, devenue gigantesque, elle faisait ou resplendir les 1000 plis de sa robe, ou briller l'auréole décrite par le soleil autour de son visage. Elle planait sur les hameaux, sur les collines, et semblait défendre aux bateaux à vapeur de passer devant le château du C. Vous vous eussiez dit le fantôme de la dame des belles cousines qui voulait protéger son pays contre les invasions modernes. Bien, je comprends, ainsi, de Pauline. Mais Fédora ? Oh, Fédora, vous la rencontrerez. Elle était hier au Bouffon. Elle ira ce soir à l'opéra. Elle est partout. Paris, 1830-31.